Benoît Schmaltz, je suis maître de conférence de droit public ici à Saint-Étienne. J'avais auparavant fait une thèse à l'Université Lyon 3, j'ai eu un premier poste à Toulouse et depuis 2019, je suis ici à Saint-Étienne, rattaché au CERCRID, le Centre de recherche critique sur le droit, et également rattaché à l'Institut de droit de l'environnement de Lyon. Alors, depuis mon arrivée à Saint-Étienne, j'ai décidé d'orienter mes recherches presque exclusivement sur les questions de transition écologique, d'où mon rattachement à l'Institut de droit de l'environnement. Donc, je travaille sur des projets opérationnels qui visent à contribuer à la transition avec mes compétences de juriste et notamment de spécialiste de droit administratif, de droit public. Donc, je travaille sur des services publics de la transition, celui de la rénovation des bâtiments, par exemple, avec un collègue des mines de Saint-Étienne, Jonathan Viaud, avec lequel on travaille à la massification de ce grand chantier de la transition. Avec un laboratoire de l'École des Ponts, de l'École nationale des Ponts et Chaussées, le programme OCAPI. Je travaille également à ce qu'on appelle les politiques géobiochimiques, celles qui s'intéressent au grand cycle, celui de l'azote, du phosphore. Et je travaille avec eux sur le service public de l'assainissement écologique qui vise à rendre plus durable et circulaire le système agriculture, alimentation, excrétion. Alors le projet DPTS 2026 signifie effectivement droit et politique du travail sexuel 2026. Et son objet, c'est les politiques publiques et leurs instruments juridiques qui ont pour objet le travail du sexe, travail sexuel, qu'on appelle généralement prostitution, mais c'est un terme assez stigmatisant qu'il convient d'éviter. On parle plutôt de travail sexuel, comme il existe un travail manuel, un travail intellectuel, un travail artistique, même si évidemment toutes les activités professionnelles combinent différentes dimensions. 2026 renvoie aux 10 ans de la loi du 13 avril 2016 qui a voulu sortir de la prostitution ou de faire disparaître la prostitution en organisant d'une part le parcours de sortie des personnes qui sont concernées et qui sont réputées victimes dans cette perspective et de sanctionner les clients pour assécher la demande et faire en sorte que le phénomène puisse s'épuiser avec le temps. Alors effectivement, c'est un sujet qui manifestement dénote un peu par rapport aux questions de transition écologique, même si on y reviendra peut-être, il peut faire des liens. C'est un peu comme l'histoire de Thomas et Teresa dans le roman La soutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. C'est une succession de hasards qui m'a conduit à aborder ce sujet sur lequel je n'avais rien écrit jusqu'à présent et sur lequel je n'avais pas forcément de raison de m'y intéresser. Le premier hasard, c'est qu'on m'avait donné un cours de politique publique. Et je devais, avec les étudiants, essayer d'analyser des politiques publiques d'un point de vue juridique pour comprendre avec eux comment le droit peut être l'instrument d'une volonté politique et comment l'action publique se déploie à travers les instruments juridiques. Le premier hasard, c'était qu'il y avait à ce moment-là une affaire auprès du stade de Gerland avec une équipe de jeunes qui s'entraînaient aux abords d'un lieu de prostitution, entre le stade et le port Édouard Herriot. Et ça m'avait donné l'idée d'utiliser la prostitution comme politique publique à décortiquer. Et alors, c'est un sujet idéal pour faire ça avec des étudiants, puisque le droit est partout, il est sous de multiples formes, il traduit des options politiques diamétralement opposées, très tranchées, il touche à différentes branches du droit, il permet d'intéresser les publicistes comme les privatistes, puisque le sujet est un peu sulfureux, et puis de toute façon passionnant, et tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, et a un peu un premier avis, et est intéressé par creuser la réflexion. Deuxième hasard, c'est que chaque année, en tant que directeur adjoint du Collège de droit, je donne aux étudiants un sujet à traiter pendant les 3 années de leur licence afin qu'ils présentent leurs travaux en fin de licence 3 sous la forme d'une conférence, la conférence des collégiens. J'ai choisi de leur donner le thème de la prostitution, et notamment parce que ces étudiants-là finiront leur licence au printemps 2026 pour les 10 ans de la loi du 13 avril 2016. Donc c'était l'occasion de faire une conférence qui avait un sens d'un point de vue du calendrier, ce qui est toujours intéressant. Et troisième hasard, un collègue de la Sorbonne, Arnaud Cassado, travaille désormais comme moi sur les questions de transition, travaille sur le droit du travail à vocation environnementale, comment mettre ce droit social au service de la transition. Mais il a fait d'abord une thèse qui n'avait rien à voir sur la prostitution en droit privé. Et avec lui, avec la promotion d'étudiants, on s'est dit, on a quand même l'occasion, pour les 10 ans de la loi de 2016, de faire une recherche un peu intéressante, en tout cas de faire un événement qui aille un peu au-delà que juste une conférence d'étudiants. Et de fil en aiguille, on a réussi à prendre contact avec des personnes, des réseaux de personnes concernées, des associations et une communauté de chercheurs. Et quatrième hasard, on m'a demandé au pied levé de remplacer quelqu'un dans un comité d'évaluation de l'Agence nationale pour la recherche, un comité qui s'appelle Science avec et pour la société, une science participative. Et là, j'ai trouvé, que c'était le genre de guichet auquel les juristes, et notamment quand ils travaillent sur des questions de société, alors moi je pensais d'abord aux questions de transition, mais
notamment à ces questions sur la prostitution aussi, avait vocation à candidater et qui avait un coup à jouer. On a fini par réussir à monter un consortium, monter un réseau, porter une candidature, et on l'a obtenu. Donc ce financement, 100 000 euros, qui permet de travailler pendant 18 mois, un peu sérieusement, sur cette question et de produire quelque chose d'utile. Oui, bien sûr. Alors à titre personnel, c'est évidemment une victoire d'obtenir un financement de ce genre. C'est de la formation à la recherche sur projet. Moi, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Donc, monter la candidature, obtenir le projet, animer un consortium, tout ça, c'est des compétences qui s'acquièrent idéalement en le faisant. Donc, c'est l'occasion de le faire, alors que j'en étais pas forcément à ces niveaux de maturité dans les projets qui sont beaucoup plus exploratoires et nouveaux. Là, ici, il y a une communauté établie, il y a des chercheurs, donc il a suffi de les réunir. Et rien que de ce fait-là, c'était intéressant pour moi, à titre personnel. Et sur la transition, il y a d'abord un lien de méthode. Cette histoire de droit et politique 2, c'est vraiment une approche du droit que je trouve extrêmement fertile, extrêmement originale d'ailleurs, extrêmement opérationnelle, de dire mais il y a des politiques publiques, elles ont des instruments juridiques. Et on peut faire une analyse critique simultanée des deux et d'imaginer des politiques alternatives, d'explorer des voies nouvelles pour gérer des problèmes ou transformer la société. Et ce qui est vrai pour la prostitution est vrai dans n'importe quel autre champ des difficultés sociales ou des problématiques, des enjeux, et on peut donc transposer beaucoup des démarches qu'on a dans le projet, dans d'autres domaines, et notamment dans les domaines de transition. La raison pour laquelle j'ai pensé qu'il y avait quelque chose à faire et d'utile, c'est parce que tout simplement la politique actuelle ne me paraît pas satisfaisante. C'est-à-dire quand j'ai fait l'analyse, quand j'ai fait la synthèse des connaissances nécessaires pour le présenter aux étudiants, dans les échanges avec l'amphithéâtre, il y a quand même 300 étudiants, il y avait une forme d'unanimité à considérer que cette politique marchait un peu sur la tête. Parce que les présupposés, les postulats de base sont quand même, alors certes très confortables pour les élus qui les mettent en place, parce que ça permet de passer pour plus féministe que n'importe quel féministe, de vouloir lutter contre les violences faites aux femmes et de vouloir faire disparaître un des trucs les plus infâmes que de la création. Mais en réalité, l'idée d'un monde sans prostitution est à peu près aussi fantasmatique qu'un monde sans pauvreté, un monde sans misère, un monde sans bêtises, un monde sans je ne sais quoi. Et l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Et c'est un peu le cas de cette loi qui a en fait des conséquences sur la vie, les conditions de travail de toutes les personnes concernées par le travail sexuel. Qu'elle soit la victime de réseaux, de traite, de phénomènes les plus barbares qui soient, et on sait avec les affaires récentes que la perversité et la violence dans la nature humaine sont à peu près infinies, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, de refuser de voir la complexité, de refuser de tirer des conclusions des travaux scientifiques qui sont menés sur le sujet, de refuser d'avoir une approche rationnelle, finalement, en responsabilité du sujet, conduit à mener une politique publique et à mettre en place un droit positif qui, selon moi, fait finalement plus de victimes qu'il n'en sauvera jamais. D'autant qu'il n'y a pas de volontarisme réel sur le sauvetage en question. Le parcours de sortie, c'est jusqu'à présent 350 € par mois, revalorisé récemment au niveau du RSA, donc 635 €. Beaucoup de personnes sont en situation irrégulière, on leur promet une régularisation au maximum d'1 an, éventuellement renouvelable, mais à discrétion du préfet, et là encore au maximum 3 ans. Donc autrement dit, vous allez sauver des gens en leur promettant de vivre sous le seuil de pauvreté et de se faire potentiellement expulser dès la fin de leur parcours de sortie, et c'est le cas, parce que la politique prioritaire dans ce pays, c'est quand même l'expulsion des indésirables. Et par conséquent, beaucoup de personnes victimes, une fois qu'elles sont à la fin de leur parcours, se voient notifier une OQTF parce qu'elles sont également en situation régulière. Je ne trouve pas ça extrêmement satisfaisant. Et pour toutes les autres personnes, c'est la stigmatisation qui continue, l'exclusion, la mise au ban, la mise en clandestinité aussi, et une clandestinité qui est à l'origine de situations d'insécurité, de plus de violence, de plus de vulnérabilité. Et je trouve qu'une approche différente, beaucoup plus humaniste, fondée sur la science, et de nature à produire des résultats beaucoup plus satisfaisants, y compris d'un point de vue strictement d'analyse scientifique et rationnelle du problème. Alors, d'un point de vue de la recherche juridique, je l'ai dit, c'est de voir le droit comme l'instrument de politique publique. Et donc de se dire que le droit qu'on a sous les yeux est l'instrument des politiques publiques telles qu'elles ont été formulées, alors parfois déformées, sédimentées avec le temps, etc. Mais c'est déjà une démarche que je trouve intéressante, et qu'on peut du coup imaginer les instruments juridiques qui seraient les outils d'une autre politique. Donc ça, c'est déjà une originalité. Ce qui fait de ce projet une recherche-action, c'est-à-dire une recherche qui vise à améliorer la société en proposant des solutions opérationnelles,
mise à disposition de la société, des pouvoirs publics, qui s'en saisissent ou s'en saisissent pas, mais qui soient là et qui soient bien faits en experts et scientifiques de la question. Recherche-action, mais donc recherche d'abord. C'est-à-dire que le premier objectif, c'est de capitaliser sur l'ensemble des recherches en sciences sociales qui ont porté sur la prostitution et le travail sexuel et qui fournissent déjà des données sociologiques qui sont souvent en porte-à-faux avec la politique publique actuelle et le droit positif, et qui permettent de fonder des propositions robustes, tant en termes d'action publique que d'instrumentation juridique. Deuxième élément original de la recherche, c'est son côté de recherche-action participative. C'est l'association de communautés qui ont des savoirs différents, mais qui ont des savoirs également valables et qui sont indispensables pour traiter un sujet comme celui-là. Et la communauté des chercheurs est associée, outre la communauté d'étudiants que j'avais évoquée, mais surtout à une communauté de personnes concernées, c'est-à-dire des hommes et des femmes, essentiellement, qui travaillent dans le secteur du travail sexuel, qui sont parfois victimes de réseaux d'exploitation, puisqu'on a des associations qui s'occupent de victimes de réseaux de traite, d'exploitation, de violence, mais aussi des personnes qui ne se considèrent pas comme des victimes, qui n'en sont pas forcément, ou qui le sont parfois, mais plus des violences qui viennent de la clandestinité et des conséquences indirectes de la loi. Et donc ce côté participatif fait que les savoirs qui viennent de l'expérience, qui viennent du vécu, qui viennent de la connaissance du terrain, permettent de nourrir la réflexion d'académiques qui peuvent être très éloignés de ces réalités-là, puisque alors, certains peuvent avoir des rapports plus ou moins directs avec ces personnes-là, mais pour la plupart, et moi le premier, c'est une découverte totale, et donc c'est quelque part un regard de béotien qui a son intérêt. Le principe de la science participative, c'est une science qui est co-construite entre les parties prenantes, qu'il s'agisse des parties prenantes académiques ou des parties prenantes sociétales. Et donc, dès le départ, on a créé un système où tout se fait en binôme. Alors, pas forcément à deux, mais en tout cas en binôme au terme de communauté, chercheurs et praticiens, je pourrais dire, c'est-à-dire personnes concernées directement, ou alliés, c'est-à-dire les associations qui ne sont pas du travail sexuel, mais qui soutiennent ou viennent en aide à celles et ceux qui s'y livrent. Donc, par exemple, le projet ANR a été porté par moi-même en tant qu'académique et Berthe Delon, qui est la représentante de la Fédération Parapluie Rouge, qui réunit une quinzaine d'associations de travail sexuel. Par ailleurs, pour compléter la capitalisation sur les recherches préexistantes, on va au contact des personnes concernées à travers une enquête communautaire qui est mise en place par Céline Beldan, une sociologue de l'Université de Saint-Étienne, également avec Hélène Lebaille, une chercheuse de Sciences Po Paris, qui a mené des enquêtes sur les conséquences de la loi de 2016 et qui conseille du coup et participe à la mise en place de cette enquête communautaire, qui, avec la Fédération Parapluie Rouge, avec Cybèle L'Espérance aussi et son association Tulia, qui réunit aussi des TDS, comme on dit, et qui cherche à développer ces savoirs expérientiels des personnes concernées. On va, avec les autres associations, celles qui sont plus proches du terrain, réunir des focus group pour mener une enquête qu'on dit communautaire, donc de la communauté, par et pour elle-même, avec des gens qui sont formés aux méthodes des sciences sociales du protocole qu'a mis en place Céline Beldan, et qui va permettre de réunir une demi-douzaine, une dizaine de personnes concernées à différents endroits, de différentes catégories aussi, pour justement tenir compte de cette diversité, et qui va permettre de mettre en récit, et ce qu'elle appelle mettre en carte, une forme de cartographie, en sociologie, ça existe aussi, de leur vie, de leur activité, et de faire ressortir leurs besoins, et notamment leurs besoins en termes de protection juridique ou de régime juridique qui pourraient, alors soit ceux qu'ils subissent, qu'ils ou elles subissent, soit les régimes juridiques qui pourraient leur permettre de mener leur existence dans des conditions plus dignes que celles qui sont les leurs actuellement. Alors pour l'instant, on s'est focalisé sur cette approche-là, très qualitative et très chronophage aussi, qui suppose de réunir les gens pendant 2 ou 3 heures dans une pièce pour se livrer à cette activité. L'exercice de cartographie consiste à faire un fond de carte, mais qui met en carte non pas la géographie physique, mais la géographie sociale de la personne et des personnes qui sont autour de la table, avec une légende, avec des relations, avec des situations, avec des lieux, exactement comme sur une carte physique pour le coup, mais qui vont mettre en lien leur vulnérabilité, les interactions avec les clients, avec les forces de l'ordre, etc., et qui vont permettre de faire apparaître visuellement
les lieux de risque, notamment on travaille beaucoup sur un des éléments méthodologiques, c'est beaucoup de travailler sur l'exposition au risque. Et est-ce que la loi expose au risque? Est-ce que la non-loi expose au risque? Et comment réduire cette exposition au risque, etc. Et ça, c'est ce que permet cette enquête avec des récits qui sont enregistrés. Mais d'autres méthodes d'enquête en sciences sociales sont possibles. Après, encore une fois, la première méthode, c'est de capitaliser sur les résultats déjà obtenus par d'autres chercheurs lors d'autres enquêtes. Première enquête, c'est celle d'Hélène Lebaille avec Médecins du Monde, mais il y en a eu d'autres, d'évaluation de la loi de 2016, qui sont toutes assez critiques, même les évaluations gouvernementales. Même si elles vont plus se focaliser sur le degré d'application de la loi, elles vont quand même constater qu'elle ne produit pas les effets escomptés, pour l'instant. Plusieurs séries d'apports. Je pense que l'objectif principal est que lorsque les juristes vont prendre connaissance des résultats, ou plutôt ils vont identifier des questions de droit qui ne sont pas forcément les questions les plus évidentes que se posent et les personnes concernées, et ceux qui font de la recherche purement doctrinale sur ces questions-là et qui partent du droit positif. L'enquête communautaire doit pouvoir révéler à la fois des questions des droits fondamentaux, qui ne sont pas forcément garantis par les personnes, ça c'est assez classique, mais aussi toutes les questions de droit que soulève l'activité en tant que telle. C'est-à-dire en dehors des phénomènes de violence, d'exploitation qui ne peuvent pas être autre chose que réprimés, et ça existe, il y a toute une zone grise, et puis même une zone moins grise encore, qui mérite d'être traitée comme n'importe quelle activité professionnelle. Et qui aujourd'hui pâtit de l'absence totale de reconnaissance. Et d'ailleurs, on dit souvent que la prostitution n'est pas interdite en France, mais en réalité, la législation sur le proxénétisme est telle, et tous les systèmes autour sont tels, que certes aujourd'hui, et Dieu merci, avec l'abolition du racolage tant actif que passif, on ne poursuit plus directement, en théorie, parce que les forces de l'ordre parfois l'oublient un peu, mais on ne poursuit plus en tant que de l'ordre les personnes qui se livrent au travail sexuel comme des délinquantes, ou des délinquants, mais néanmoins, leur activité est clairement mise hors la loi. C'est notamment la thèse d'un des experts qui conduit le projet de manière très dynamique, Raphaël Serre, qui défend cette idée-là, que oui, si le droit actuel prohibe la prostitution, même s'il ne poursuit pas directement les personnes prostituées. Mais on le voit bien avec l'idée que le parcours de sortie est sans retour. Vous n'avez pas le droit, vous devez vous engager, noir sur blanc, signer que plus jamais vous ne vous livrerez à une activité de ce genre. Ce qui prouve bien le côté moral de la politique, et qui prouve ce côté d'interdit. Alors concrètement, le déroulé du projet, c'est premièrement l'enquête communautaire, qui est déjà, dont les bases sont déjà jetées, qui est déjà plus ou moins en cours, avec les premiers ateliers qui ont eu lieu ou qui ont lieu en ce moment même, et qui devrait se dérouler jusqu'à l'automne prochain, peut-être la fin de l'année civile, 2025. En parallèle, on va lancer les travaux de fond. L'ouverture, ce sera le colloque d'octobre, donc du 8 au 10 octobre à Saint-Étienne en 2025, qui réunira la communauté, ou une partie en tout cas de la communauté des chercheurs sur le sujet du travail sexuel, tant au niveau français qu'étranger. C'est un colloque international, interdisciplinaire, qui vise à réunir des gens qui ont envie de travailler ensemble, y compris après le projet des PTS 2026. Moi, personnellement, je n'ai pas vocation à faire de ce sujet des axes centraux de mes recherches, mais j'aimerais que ce ne soit pas juste un projet isolé, mais qu'il ait des suites. Donc l'objectif, c'est ça. Donc ce colloque va lancer les travaux de fond. On devrait pouvoir disposer des résultats de l'enquête communautaire, donc le premier résultat, puis résultat complet d'ici la fin de l'année civile 2025, ce qui fait qu'on va construire la proposition de loi début 2026 pour en faire une présentation publique fin mars, début avril, pour les 10 ans de la loi de 2016. Et ensuite, il y aura tout la production des livrables académiques, ouvrage collectif dans lequel il y aura la recension des différentes interventions, des différentes productions des différents chercheurs, des publications dans d'autres vecteurs, des journaux ou revues, littérature scientifique, et puis le portage dans le débat public et dans le débat académique, les deux en parallèle, toujours si possible en binôme, avec ce double regard de personnes concernées et de chercheurs, experts sur le sujet, ou en tout cas qui porteront les résultats qui auront été faits. Donc l'objectif, c'est que tout ça soit accompli d'ici l'été ou la rentrée 2026, et qu'ensuite prenne le relais la communauté de chercheurs qui aura réussi à se réagréger, à se recomposer à partir du projet et pour la suite.
Voilà. S'agissant d'un projet de recherche-action, les propositions qui seront faites auront vocation à alimenter le débat public. Donc c'est là où il y a une vraie dichotomie à faire, et nous c'est un exercice de discipline académique, de séparer l'analyse doctrinale, rationnelle qu'on peut faire froide du droit positif et du droit alternatif, prospectif on dit, qui pourrait être imaginé, et la proposition de loi qui sera portée par les associations. Donc la proposition portée par les associations leur appartient totalement. On n'est pas obligé d'être d'accord, ou d'ailleurs on se fiche de savoir si on est en accord ou en désaccord avec son contenu, mais on en fera une analyse de robustesse juridique, et les conseils qu'on leur a prodigués devraient permettre de la rendre la plus riche possible en termes de contenu, et la plus robuste possible en termes de respect des autres règles constitutionnelles, conventionnelles, enfin, l'analyse classique de la proposition qui sera formulée. Et puis, l'objectif, c'est que les discussions qui seront mises en place ensuite, notre objectif, c'est de rendre publique la proposition de loi aux alentours du printemps 2026 pour les 10 ans de la loi de 2016, et à partir de là, de continuer à animer les débats publics, c'est-à-dire de mettre l'université au contact et au service de la société, y compris dans des sujets qui peuvent être très clivants, très conflictuels, comme celui-ci, mais qui appellent, je crois, un débat serein entre adultes, et avec des données scientifiques les plus robustes possibles.